Le temps de la colère mentale. Voici le titre de l'enregistrement d'aujourd'hui, produit au mois de mai de l'année 2022. Avant de le débuter, je veux mentionner aux gens, si c'est pas déjà fait, eh bien qu'il est possible de vous abonner à ma chaîne de diffusion web sur la plateforme Odyssey. Et je vous invite en particulier à le faire, étant donné que vous pouvez y retrouver des contenus exclusifs, c'est-à-dire des contenus que vous ne retrouverez pas sur d'autres plateformes. Donc, il y a plus de contenu que j'ai diffusé au fil du temps sur la chaîne Odyssey que sur celle que j'ai sur YouTube. Donc, vous allez avoir les coordonnées là, par rapport à ma chaîne Odyssey en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui pour les gens qui s'intéressent à vous abonner et être à l'affût de mes activités de diffusion web sur cette plateforme qui favorise la liberté d'expression par rapport à une multitude de sujets. Donc, cette annonce est en fait... je veux mentionner par rapport au sujet, le temps de la colère mentale, que c'est un temps qui est en relation dans le rapport de l'ego avec l'esprit. Tu sais, on peut écouter des gens qui font des enregistrements sur la conscience. Et là, je pensais entre autres à une personne. Et, tu sais, tout ça, ça devient délicat quand on demande des commentaires. Tu sais, je peux pas dire à quelqu'un... écoute, ton enregistrement est pas assez vibrant parce que t'es pas dans une vibration de la colère mentale. Tu sais, si la personne n'est pas capable de vivre ça, et que si tu veux que je te dise, elle ne vit pas ça. Si tu dis à quelqu'un, ben, mets-toi plus en colère mentale pour hausser le taux vibratoire de ta parole lors de l'enregistrement, alors que c'est pas naturel chez elle, ben à ce moment-là, c'est un petit peu comme simuler l'orgasme lors d'une relation sexuelle. Tôt ou tard, quelqu'un finit par s'en rendre compte. Donc, autrement dit, la colère mentale, c'est en relation avec une activation de l'énergie de l'ego par rapport à une vibration de l'esprit qui passe à travers l'ego, qui devient à ce moment-là une lentille qui va amener un déploiement vibratoire à la surface de la Terre. Mais pour que la colère mentale puisse être produite, eh bien, ça prend une altération psychique de la personne. Donc, il faut que la personne ait connu au préalable une souffrance sur le plan vibratoire. Et la colère mentale, c'est pas quelque chose qui se décide. D'où la raison du titre de l'enregistrement présent, de cet exposé. Le temps, c'est en fonction d'un temps. Puis le temps n'est pas sous le contrôle de l'ego. Dans le sens que la personne va pas dire, ben là, je vais me lever demain matin à 7h30, où je commence comme quelqu'un qui commence à travailler. Entre 9 et 5, là, je peux vivre la colère mentale. Après ça, je me repose. L'ego peut chercher à gérer les mises en vibration qu'il connaît, le rapport au réel. Mais le temps de la colère mentale, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Premièrement, vivre la colère mentale, la personne, elle peut pas dire, demain matin, je vais me lever, je vais vivre la colère mentale entre 8h30 et 9h, puis après ça, ça va être fini. Non, la colère mentale est en réaction avec une mise en vibration qui provient de l'esprit. Tant que la personne n'est pas en contact avec l'esprit, la personne ne peut pas vivre une colère mentale tant aussi longtemps qu'elle n'a pas une communication télépathique avec l'esprit. Je dis une communication, mais en réalité, la colère mentale s'installe dans une attitude de contestation interne par rapport à l'esprit. Donc, autrement dit, on peut écouter des enregistrements sur Internet et c'est sûr que si la personne ne vit pas la colère mentale, elle peut essayer de la simuler, mais tôt ou tard, les gens ont fini par s'en rendre compte parce que la colère mentale est vibratoire et on ne peut pas simuler une mise en vibration. On peut utiliser des formes qui peuvent y faire penser, quelqu'un peut utiliser des jurons, mais si les jurons, le vocabulaire de pouvoir des Québécois n'est pas senti, donc autrement dit, si la personne utilise l'argot parisien puis elle se met à fâcher en disant « Putain, bordel de merde », s'il n'y a pas d'intensité, ça se sent vibratoirement. Donc, l'utilisation des formes qui peut être relative à la colère mentale
si elles sont utilisées sans le support énergétique d'une souffrance convertie en puissance de volonté, ça va se sentir. Et à ce moment-là, pour vivre la colère mentale, est-ce que la personne peut être éduquée par rapport à ça? Dans le sens, est-ce que la personne, ça peut s'apprendre à l'école, comme on conduit un véhicule automobile? Donc, est-ce que ça se décide fondamentalement avec l'ego? La réponse, c'est non. On pourrait dire à quelqu'un, « ton enregistrement est pas assez vibratoire, tu vis pas assez de colère mentale. » La personne peut essayer de se mettre en colère dans une attitude psychologique parce qu'elle a entendu dire ça. Mais si la colère n'est pas sentie, bien, un peu comme un orgasme qui n'est pas senti lors d'une activité sexuelle, tôt ou tard, la personne qui a de la sensibilité en vient à détecter, même si au niveau de la forme manifeste, ça fait penser à l'autre. Donc, autrement dit, quelqu'un peut simuler au niveau de la forme, mais si la personne a sensibilité vibratoire, eh bien, cette personne-là, tôt ou tard, qui simule, va être dévoilée par la capacité de force de pénétration psychique de celui qui connaît une conscience intégrale en relation avec une conscience qui est très vibrante. Donc, autrement dit, la personne qui a une conscience vibratoire n'est plus manipulable par la forme. Et cette personne-là n'est pas manipulable par une personne qui cherche à simuler la colère mentale. Et la colère mentale, c'est une réaction de la volonté mise en vibration par l'esprit. En fait, si on en regarde ça d'une manière occulte, la colère mentale est sous la gestion de l'esprit. Parce que c'est pas qui veut qui va connaître la colère mentale, mais c'est qui peut, à partir d'une puissance de vibratoire qui descend au sein de l'individu, qui va altérer sa structure psychique. Et la colère vibratoire peut être la résultante de l'esprit qui entre au sein de l'ego pour déloger de l'astral. La colère mentale est fruit d'un travail initiatique sur le plan d'une psyché d'un individu qui s'opère. Et par rapport à quelqu'un qui... moi-même, je fais des enregistrements à niveau variable, donc il y a des enregistrements que je vais produire qui sont plus intenses, d'autres moins. Des fois, j'ai fait des enregistrements dans le passé où je commentais des choses au niveau très intellectuel, où je présentais même une synthèse que je lisais au micro. Fait que là, on s'entend, on n'est pas dans la colère mentale, on n'est pas dans le gros enregistrement qui vise à véhiculer une vibration de puissance. On est plus au niveau intellectuel. Et on peut œuvrer à plusieurs niveaux, tout dépendant de ce qu'on a à faire. Et notre niveau oscille, c'est comme la bourse. Vous avez des moments où il y a des montées d'énergie, des descentes. C'est comme la valeur des titres boursiers. Donc, à un moment donné, un certain titre prend de la valeur. Ensuite, ça diminue. Il y a de la fluctuation qui peut être vécue par l'individu. Mais la colère mentale s'installe en fonction d'une saturation, d'une souffrance qui est vécue par l'ego en relation avec son esprit et en relation avec les événements de la vie aussi. Donc, et c'est un phénomène, la colère mentale, qui est le fruit de la conversion d'une énergie, d'une souffrance psychique. Donc, quelqu'un qui vit de la souffrance sur le plan psychologique, il vivra pas une colère mentale comme un individu qui vit une souffrance psychique. Bien entendu, une souffrance au niveau de la forme peut éventuellement être convertie en souffrance vibratoire si ça atteint l'individu dans sa sensibilité puis ça l'altère psychiquement. Les mécanismes et les modalités relatives au temps de la colère mentale sont occultes par l'individu tant aussi longtemps qu'il n'a pas dévoilé d'une manière volontairement consciente par lui-même les mystères de sa conscience et les enjeux aussi de sa programmation. Et est-ce que, dans le fond, de dire, par exemple, dans un enregistrement, c'est important d'être capable de contester l'occulte, que l'autre personne qui va l'écouter va comprendre le message. La personne peut comprendre intellectuellement le message, ou elle peut le comprendre vibratoirement, mais si la personne ne souffre pas suffisamment, elle ne confrontera pas l'occulte, ou elle ne contestera pas. Pour qu'il y ait un dépassement au sein de l'individu, c'est souvent à partir d'une mise en vibration qui va mettre à terre les résistances de l'ego. Les résistances, c'est quoi? C'est souvent des zones qui amènent l'ego à être en relation avec l'astral, qui va l'amener à commettre des actions qu'il ne commettrait pas autrement en relation avec une forme de retenue psychologique par rapport à l'astral. Je vous donne un exemple concret.
si la personne est gênée puis elle est timide, puis ça lui dit intérieurement d'aller parler à une autre personne, puis dans le fond, la personne, comme elle est gênée puis est timide, la timidité c'est quoi? C'est une forme astrale qui empêche l'individu d'agir d'une manière adéquate avec l'esprit. Bon, ben la personne dans le fond, qui est timide et qui est gênée, elle va avoir de la difficulté à dire, par exemple, à son voisin à 2 heures du matin, arrête de jouer de la batterie ou de la musique heavy metal. Ça se peut que ça y prenne plusieurs jours avant de passer à l'action. Et lorsque la personne va souffrir suffisamment d'une condition, c'est-à-dire de la musique très forte alors qu'elle est censée dormir chez elle, bien à ce moment-là, ça se peut que la souffrance l'amène à dépasser l'astral que représente sa timidité pour monter en puissance et être capable de dépasser la timidité en appelant le voisin à 2 heures du matin en disant, la personne peut lui demander poliment d'arrêter de jouer de la batterie à 2 heures du matin. Si le voisin écoute pas, il peut monter en intensité puis éventuellement la personne appeler la police. Donc, si le voisin n'arrête pas de faire du bruit, et c'est sûr que il y a une intensité qui amène par rapport à une souffrance vécue. Tu sais, ça fait plusieurs jours que la personne fait de l'insomnie puis elle souffre d'une condition. La souffrance vécue par elle va l'amener à dépasser une condition psychologique, c'est-à-dire la gêne qui l'empêche de parler à un voisin puis qui va faire qu'elle va être plutôt low profile, repliée sur elle-même. Donc, c'est souvent à travers la souffrance psychologique vécue que la personne dépasse une condition. Donc, la personne qui a peur de déranger les autres, si elle leur adresse la parole, puis elle le fait pas, c'est lorsqu'elle est suffisamment dérangée par une condition qu'elle va dépasser ça. Et les êtres humains, en général, pour en venir à un seuil où ce que la personne monte en vibration puis en autorité pour déloger de l'astral ou déloger des conditions de souffrance vécues dans la vie de tous les jours, c'est à travers des oppositions. Donc, le temps de la colère mentale vient avec le temps où l'ego a accès, premièrement, à une conscience mentale, parce que sans ça, sa colère est au niveau psychologique. Et la colère mentale, c'est la capacité de l'ego à avoir une capacité de communiquer consciemment à l'esprit, puis de le contester. L'ego peut créer des chocs vibratoires à l'esprit lorsqu'il monte en vibration. Et là, c'est sa façon de manipuler l'esprit et d'ajuster l'esprit à sa réalité. Beaucoup des éléments qui se rapportent à l'instruction supramentale, c'est comme un terme fondamental, la question de la colère mentale, parce que c'est un élément essentiel pour que la personne passe d'un palier de conscience psychologique ou spirituelle à un palier vibratoire. Et pour en venir là, il faut qu'il monte en puissance. Et la colère mentale est très déplaisante, dans le sens que en général, elle est le résultat du produit d'une souffrance qui est convertie en puissance de volonté pour dépasser la gêne, dépasser certains tabous, certaines peurs, certains préjugés, etc., pour amener l'ego plus loin dans un développement. Et la colère mentale va être activée par l'esprit. Et l'esprit peut chercher à créer une opposition à l'ego pour amener l'ego à communiquer avec l'esprit. Et là, ça devient particulier parce que l'individu qui se rend compte des mécanismes associés à la mise en vibration qu'il peut connaître dans sa vie, qui l'amène à monter en puissance, là, s'il dévoile consciemment que c'est son propre esprit qui crée des situations de vie difficiles dans sa vie, comme d'être exposé à un accident d'automobile, à des pertes d'argent significatives ou un problème de santé. Puis là, la personne réalise que l'esprit vise à ce que l'ego soit capable de soutenir une communication télépathique avec lui et qu'il monte en puissance pour que l'esprit soit égalisé en termes de conscience, de contenant de l'ego pour contenir la puissance vibratoire de l'esprit. Là, à ce moment-là, quand l'ego réalise tout ça, il réalise qu'il subit des manipulations malgré lui. Mais éventuellement, lorsque l'ego est conscient d'être manipulé malgré lui,
il peut développer une conscience dans l'optique de manipuler son ou ses manipulateurs. Il peut manipuler son esprit, il peut manipuler le plan astral. Éventuellement, l'ego qui a un taux vibratoire plus élevé que certaines entités astrales, il va être en mesure de leur commander. Éventuellement, il avait été d'ailleurs écrit qu'il viendrait un temps où les vivants enseigneraient aux morts. Donc, les vivants dans le sens que les gens qui ont de la vitalité, c'est-à-dire accès à une conscience éthérique, une conscience qui est pleinement vivante, de nature créative, qui est l'expression de l'esprit à travers l'ego en tant que lentille transparent. Donc, cette conscience va être capable d'éduquer les êtres sur le plan de la mort, c'est-à-dire des êtres en voie de développement, c'est-à-dire les êtres qui n'ont pas connu la fusion de leur vivant et qui sont appelés éventuellement à revenir sur la Terre ou une autre planète à caractère expérimental pour compléter le processus d'incarnation. Donc, éventuellement, l'ego qui souffre de l'inconscience des êtres en voie d'évolution, en suspension de corps physique, là, c'est-à-dire sur le plan astral. Donc, l'ego peut être manipulé par des entités astrales qui amènent l'ego à vibrer à de la peur. Mais lorsque l'ego est en relation avec l'esprit et qui développe une capacité de contestation psychique, il va être capable de manifester une vibration créative, une vibration de contestation qui est plus grande que la bassesse associée à l'énergie relative à la peur. Donc, l'ego est capable de monter en puissance et va être capable de neutraliser les activités qu'avait jusqu'alors, dans son passé, les entités astrales sur sa psyché. Donc, l'ego va connaître une émancipation psychique à mesure qu'il va avoir une puissance de volonté, puis éventuellement, il va être capable d'ajuster les êtres décédés qui se retrouvent sur le plan astral, parce que son taux vibratoire va être plus élevé qu'elle, étant donné que l'ego qui est en relation avec l'esprit et qui intègre la fusion dans le cadre d'un processus de transition psychique que l'ego connaît dans le cadre d'une existence particulière, eh bien, ça va faire en sorte que son taux vibratoire va ajuster créativement des êtres qui connaissent une stagnation évolutive et qui résident sur des plans parallèles à la dimension physique. Mais pour en revenir au temps de la colère mentale, quelqu'un pourrait donner comme conseil à une autre personne qui fait des enregistrements: gêne-toi pas pour t'exprimer. Aie l'audace d'extérioriser ta parole avec puissance, force de volonté. Sors de la gêne, sors de la timidité. La personne pourrait donner plein de conseils pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Mais si la personne ne connaît pas de souffrance psychique qui lui permet de convertir son énergie en puissance de colère mentale, la personne, dans le fond, elle va écouter les conseils, mais elle n'aura pas une parole aussi vibratoire que quelqu'un qui est capable de transmuter l'énergie de la souffrance et l'utiliser comme tremplin évolutif pour être capable de dévoiler des choses qu'elle ne dévoilerait pas autrement et qui lui resteraient à elle occultées. Tant que la personne vit un confort relatif, elle ne développera pas une puissance de colère mentale. Donc, quelqu'un que ça va bien au niveau amoureux, ça va bien dans ses finances, ça va bien au travail, ça va bien dans son logement, elle vit pas d'opposition, l'énergie est pas là. Et c'est lorsque la personne vit une opposition que là, la colère mentale peut se manifester. Et cette colère mentale-là, elle se manifeste lorsque l'opposition crée une souffrance psychique au sein de l'individu pour l'amener à monter en puissance psychique, pour ajuster son rapport à l'esprit et utiliser la puissance de l'énergie en force de contestation de l'esprit pour l'ajuster vibratoirement à son intelligence, à sa compréhension de la réalité, à sa sensibilité. D'ailleurs, l'une des fonctions de la colère mentale, c'est que l'ego ajuste l'esprit de plus en plus à sa sensibilité. Et pour que l'ego ajuste l'esprit à sa sensibilité, il faut que l'esprit connaisse des oppositions qui vont l'électrifier. Autrement dit, si l'esprit fait vivre de la souffrance à l'ego et que l'esprit subit le contre-coup de la souffrance qui l'amène l'ego à vivre, l'esprit va réaliser que c'est pas intelligent de faire souffrir l'ego, même chose pour une entité astrale ou autre. Autrement dit, c'est comme si la personne, un peu comme un rat de laboratoire, elle va subir un choc énergétique parce qu'elle est manipulée, un peu comme un rat qui va, par exemple, rentrer dans une pièce et appuyer sur un bouton et connaître un choc électrique.
Bon, ben, si le rat, à chaque fois qu'il rentre dans une pièce, il y a un choc électrique, eh bien, le rat, à un moment donné, va réaliser qu'est-ce qui se passe. Et si le rat réalise que c'est un autre être qui lui inflige un choc électrique, alors que le rat décide pas ça, mais que le rat réalise que la puissance aussi d'infliger un choc électrique à l'individu qui tire les ficelles au niveau occulte, eh bien, à ce moment-là, il peut avoir un retournement de sa condition évolutive qui subit des expériences malgré lui pour en faire un être qui horizontalise son rapport avec ceux qui orchestrent les manipulations. Donc, autrement dit, la personne qui subit des chocs énergétiques, mais qui est capable de transférer la charge de souffrance des chocs vécus à l'être qui en est l'initiateur, eh bien, à ce moment-là, l'être qui initie cela, c'est-à-dire qui impose des oppositions qui occasionnent des chocs énergétiques, en connaît le contre-coup, et là, il y a une forme de régulation vibratoire qui peut s'installer entre les deux. Et c'est sûr que l'un des objets de mon étude au fil du temps, auquel j'accorde beaucoup de l'importance, ça pourrait s'intituler ceci: comment manipuler nos manipulateurs. Et plus qu'on se conscientise, plus qu'on voit la manipulation dans notre vie. Tout d'abord, la manipulation se comprend à partir du principe que la pensée n'origine pas de l'individu. La pensée, comme l'avait déjà mentionné Bernard de Montréal, la pensée vient d'ailleurs que le cerveau physique. La pensée n'est pas sécrétée par le cerveau comme l'estomac qui va sécréter des sucres gastriques pour favoriser la digestion. Donc, c'est très différent. Et les oppositions de vie, en fait, que l'ego subit, qui l'amènent à connaître une souffrance psychique, c'est pas l'ego qui les occasionne. C'est pas comme un entraînement. Tu sais, la personne va dire, ben là, aujourd'hui, je vais aller parcourir 2 km ou 5 km ou 10 km de jogging. Et là, je vais souffrir. Fait que là, je vais monter en vibration puis en capacité de colère mentale. Eh non. Si ça marcherait comme ça serait trop facile. Puis une autre personne peut pas dire, je vais imposer à un individu de s'entraîner physiquement ou de travailler très fort pendant 50 heures cette semaine. Puis là, il va monter en colère mentale. Mais non. D'ailleurs, quelqu'un qui impose une condition qui occasionne de la souffrance pour amener une autre personne à être réduit à un état d'esclavage à travers le travail, a, dans le fond, en faisant ça, une action qui est karmique, qui est en relation avec l'astral. Quelqu'un qui est conscient peut pas avoir de plaisir objectif à faire souffrir un autre individu. C'est impossible. Donc, tout ce qui est masochiste ou sadique ou sadomasochiste, si vous en faites une lecture, ne croyez pas, faites vos vérifications. Ce que ça me dit intérieurement présentement, c'est qu'il y a toujours une composante astrale par rapport à ça. Par rapport aux gens qui sont sadiques, qui aiment faire souffrir, ou masochistes qui aiment souffrir, il y a toujours une affiliation psychique de l'individu par rapport au plan astral, parce que l'individu qui est conscient, il cherche pas à faire souffrir les autres, et il cherche pas à souffrir. Il peut aimer vivre certaines tensions, dans le sens que quelqu'un qui soulève des poids et haltères ou qui s'entraîne comme un forcené, ça crée des tensions corporelles, donc une forme de souffrance. Mais là, on parle pas d'une souffrance infligée à autrui, là, comme quelqu'un, par exemple, qui, comme c'était le cas dans le passé, là, va avoir des esclaves là, dans une plantation de coton, puis il force à travailler comme des fous, ou prendre des gens dans des camps de concentration, là, puis les faire travailler très fort là, dans des entreprises de production industrielle là, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Non, c'est pas pareil. Mais tout ça pour dire que les gens sont manipulés et le temps de la colère mentale, dans le fond, va approcher de plus en plus présentement pour un grand nombre d'individus qui sont appelés à vivre au fil des décennies, au fil des siècles, de plus en plus ce que certains appellent l'initiation solaire, ce que certains appellent le passage à la conscience supramentale. Les mécanismes par rapport au temps de la colère mentale, c'est intéressant d'y parler à voix haute parce que c'est des mécanismes qui sont en général occultes et complexes. Moi-même, ça fait au-dessus de 10 ans que je les étudie. C'est toujours pas clair pour moi. Moi, en tant qu'ego qui réfléchit, qui essaie d'appréhender le phénomène, c'est pas clair. Ma vie est pas claire, est toujours pas claire par rapport aux différents points. J'ai toujours des zones d'ombre, des zones à explorer.
puis dans le temps qu'on explore au niveau de la parole, on peut savoir quelque chose, le temps qu'on le parle. Mais par la suite, ce qui arrive, c'est que si on retombe dans de l'astral, dans de la réflexion, on perd contact avec le savoir auquel on a eu accès. Et donc, à ce moment-là, il faut se remettre en vibration pour rechercher le savoir. Mais comme mentionné d'entrée de jeu, c'est pas qui veut se mettre en vibration, mais c'est qui peut. Et pour y arriver, il faut vivre une souffrance sincère, qui ne se simule pas. Et est-ce que c'est intelligent de chercher la souffrance? La réponse est non. Donc, moi, je suis pas masochiste, je suis pas intéressé à souffrir. Par contre, est-ce que c'est intelligent, lorsqu'on est confronté à une situation, un événement souffrant, de convertir l'énergie, de la transmuter pour utiliser cette énergie-là pour établir un rapport de force plus grand avec son esprit dans l'optique d'avoir accès à davantage de savoir? La réponse c'est oui. Donc, et en passant, ce que ça me dit intérieurement, c'est que l'esprit cherche pas à faire souffrir l'ego, fondamentalement. Il cherche à fusionner avec lui. Il est intéressé à ce qui monte en souffrance. Et la finalité de l'esprit, c'est l'évolution de l'individu en tant qu'âme, qui soit plus ajusté à lui, vibratoirement. Et si ça passe par la souffrance, ça va passer avec la souffrance. Ça fait partie du moyen. Et c'est sûr qu'au niveau de l'esprit, l'adage, à savoir la fin justifie les moyens, pour des raisons d'évolution. Mes études et mes observations au fil du temps m'amènent à penser que oui. Donc, si pour amener un ego à être plus transparent ou à monter en vibration, l'ego doit être soumis à une forme de désinformation, de mensonge, de manipulation, l'esprit n'hésitera pas. L'esprit est un spécialiste dans la retenue d'informations. Il est un spécialiste dans la désinformation. C'est sûr que la désinformation de l'esprit, dans un sens, on peut dire que ça a une visée pédagogique, un peu comme un éducateur qui va mentir consciemment à des élèves, mais c'est pour que les élèves fassent certains apprentissages. Oui, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on peut penser de mensonges des sphères. On peut parler de mensonges des sphères. Mais lorsque l'ego voit clair, qui est manipulé, puis il est amené dans un processus, si l'ego a vu la fusion de son vivant, dans un processus de développement de conscience qu'il n'a pas choisi, bien, à ce moment-là, s'il est lucide par rapport à ça, bien, il souffre moins de sa condition, dans le sens que la condition ne lui est plus voilée. Par contre, il peut développer une sensibilité grandissante qui va l'amener à souffrir plus facilement d'oppositions qui proviennent de son environnement, alors que c'était pas le cas avant. Et là, à ce moment-là, ça l'amène à monter plus rapidement, instantanément, en capacité de contestation. Il y a des gens qui, en développant une sensibilité plus grande, ils ont moins la capacité d'être résilients par rapport à des choses qui les lient à de l'inconscience. Et comme ils vibrent plus à de l'esprit, ils vont plus vibrer rapidement et instantanément à une vibration de contestation du manque d'intelligence. Et vont monter en colère mentale plus rapidement, d'une manière immédiate. Et dans le fond, le temps de la colère mentale, c'est un temps qui est relatif à celui de la fusion de l'ego, de l'esprit. L'astral, par différents mécanismes, peut nous amener à mémoriser des propos qui ont été tenus par des individus dans le passé qui ont vécu un état de colère mentale. Mais si on ne vit pas la colère mentale, on peut répéter toutes les mêmes formules de pouvoir, les mêmes jurons, les mêmes propos injurieux, mais ça n'aura jamais le même impact vibratoire. D'où l'importance d'être honnête envers soi. Moi, je suis capable de regarder mes enregistrements et de dire « Ah, tel enregistrement que j'ai fait dans le passé, il est plus vibrant. Lui, non, il est plus intellectuel. Lui, il est plus spirituel, et ainsi de suite. » Donc, c'est important de développer une conscience autocritique. Être sensible à la contestation aussi des gens de notre environnement, dans l'optique que ce soit des critiques constructives et non pas des attaques personnelles. Parce que ça n'a pas de portée d'ajustement. Mais c'est sûr qu'à mesure que je réalise que je suis manipulé à certains moments pour être mis en colère, je suis manipulé pour vivre certains chocs. Et les manipulations de l'esprit, lorsqu'elles sont plus flagrantes, c'est lorsqu'il y a une série d'événements oppositionnels, puis la personne peut dire « Ah ben,
Je vais rester calme, là. Je vais encaisser le choc. Bon, elle peut avoir la capacité d'encaisser un choc, 2 chocs, 3 chocs, mais à un moment donné, elle peut plus contenir et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, malgré elle, elle entre dans un état de colère mentale, donc il peut y avoir un débordement vibratoire au niveau de l'esprit, comme il peut y avoir un débordement de l'astral. Un débordement de l'astral, c'est que la personne est exposée à une situation. Prenons par exemple un enfant qui pleure constamment. Et le parent peut demander à l'enfant d'arrêter de pleurer poliment, il peut essayer de faire sourire l'enfant, il peut utiliser plusieurs stratégies, mais si l'enfant n'arrête pas de pleurer, puis la personne est sous influence d'une entité astrale, ben, c'est sûr que dans certains cas, il y a des enfants qui vont être victimes de violences physiques, psychologiques de la part des parents. L'enfant peut, dans le fond, subir des débordements astrales dans le sens que c'est des comportements qui sont destructifs par rapport à l'enfant, et qui va amener le parent dans une boucle karmique. Si on pose la question à l'esprit, est-ce que le parent aurait pu faire autrement? La réponse, dans le fond, ça devient intéressant parce que je bloque un peu à la parler, mais si la personne n'est pas en contact avec l'esprit et qu'elle n'a pas accès à une psychologie haute, à des informations hautes qu'elle a accès, ben, elle est comme pris à avoir un comportement qui manque d'ajustement. À moins que l'astralité en elle soit ajustée par quelqu'un qui a de l'esprit. Mais encore faut-il qu'il y en ait un dans l'environnement. Et est-ce que pour des raisons karmiques, l'esprit qui se rattache à un enfant va laisser sa contrepartie terrestre, c'est-à-dire lui en tant qu'égo, subir des agissements de violence? Ce que ça me dit, c'est que dans certains cas, ça peut être le cas parce que à ce moment-là, ça peut amener à défaire un ego qui est trop orgueilleux. Ça peut avoir différentes fonctions. Est-ce que c'est souhaitable sur le plan humain? La réponse, c'est non. Moi, personnellement, je suis opposé à la violence physique et psychologique qui est faite par rapport à des enfants en particulier, étant donné que dans mon enfance, j'ai vécu de la violence sur le plan physique et psychologique. J'ai pas aimé subir cette condition. Et je ne suis pas intéressé à ce que personne subisse une telle condition dans sa vie présente ou d'autres personnes. Par contre, c'est pas moi qui contrôle la destinée des individus et l'esprit peut se servir d'événements traumatiques ou chocs en bas âge pour amener un niveau plus élevé d'intériorisation, comme dans mon cas, avoir subi de la violence physique et psychologique, alors que j'étais très jeune de la part de mon père, m'a amené à m'intérioriser rapidement. Donc, alors que j'étais jeune. Par contre, il y a toujours une facture à payer par rapport à ça. Donc, c'est sûr que dans mon cas, quand je regarde ça, bon, ben, je suis venu à faire preuve d'anxiété par rapport aux gens de l'environnement. Donc, vivre une forme d'anxiété, d'anticipation. Et c'est sûr qu'au niveau psychologique, ben, ça m'a affecté. Dans le sens que ça m'a amené à avoir une vision plutôt pessimiste de l'être humain, d'être plus dans un état d'être sur les gardes que d'ouverture, plus pessimiste qu'optimiste. Et des fois, ce qui arrive, c'est que je suis pessimiste par rapport aux gens en général et je cherche à me rééquilibrer à travers ma parole, à travers mes observations. Donc, ça m'amène à facilement anticiper le pire. Et quand que je regarde mes réflexes psychologiques, ben, je conteste les comportements chez moi lorsque je les vois qui manquent d'ajustement. Par contre, c'est difficile à faire. C'est très difficile d'être objectif par rapport à soi. On peut voir qu'est-ce qui manque d'ajustement chez les autres, chez les politiciens, chez les scientifiques, chez les dirigeants. C'est extrêmement facile à faire. Mais voir qu'est-ce qui peut manquer d'ajustement en soi, c'est difficile. On peut vivre une communication télépathique avec l'esprit qui vise à nous aiguillonner par rapport à ça, à attirer notre attention sur certaines choses, à faire régulièrement des examens de conscience, mais même encore là, c'est très ardu. Ce qui fait que le processus d'intégration d'une conscience vibratoire est extrêmement long. Et c'est quoi le principal obstacle par rapport à ça? C'est l'orgueil de l'individu, c'est son ego qui cherche à avoir raison, qui réfléchit les choses de manière à se donner avantage, et ainsi de suite. Donc, pour en revenir au thème de l'enregistrement d'aujourd'hui, le temps de la colère mentale, ben, le temps de la colère mentale arrive dans la vie d'un individu lorsqu'il souffre suffisamment des conditions évolutives qu'il connaît.
Un individu qui souffre suffisamment de violence physique, psychologique ou de problèmes financiers importants va dire à un moment donné, ça suffit. Il va être capable de s'affirmer. Et ça va être une affirmation vibratoire qui va être entendue sur les plans et qui va avoir une réverbération occulte. Donc la personne va véhiculer une vibration qui va être tellement forte à travers sa parole, qui est le résultat de la transmutation d'une énergie de souffrance en puissance vibratoire, qui va lui donner une autorité de commander à l'esprit et au plan de la lumière pour que sa réalité soit ajustée en fonction de sa sensibilité souffrante. Mais par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, par rapport à l'autorité de la parole, en relation avec une souffrance vécue, une condition imposée dans l'optique de la renverser, il faut que la personne monte réellement en vibration. Tu sais, si quelqu'un dit qu'il n'a pas assez d'argent parce que la personne n'est pas millionnaire ou multimilliardaire, puis la personne dit « Ah, je souffre, j'ai besoin de plus d'argent » alors que c'est pas réel, l'esprit, si la personne parle, c'est juste au niveau de la forme ou du désir subjectif qui lie la personne à de l'astral, l'esprit va faire la sourde oreille, il n'écoutera pas l'ego. Mais si l'ego est sur le bord de la dépression puis il souffre réellement d'une condition de manque de l'argent puis il est sur le bord de ne pas être capable de payer son prochain loyer, puis il y a une souffrance vécue réelle et sincère dans sa parole, à ce moment-là, sa parole peut avoir une portée créative pour ajuster l'esprit et amener l'esprit à créer un concours de circonstances qui obtiennent l'argent qu'il a de besoin pour payer son prochain mois de loyer. Même chose par rapport à quelqu'un qui a mal à une dent, puis la personne souffre tellement de la condition d'avoir mal à une dent qu'il y a un concours de circonstances qui fait en sorte qu'elle trouve l'argent pour avoir accès au dentiste puis se payer le soin d'un dentiste qui va lui arracher la dent ou en tout cas qui va lui faire le plombage ou colmater la brèche qui occasionne une souffrance par rapport à une dent. Mais par rapport à ça, ce qui arrive, c'est que la personne ne peut pas avoir ce qu'elle veut, mais elle peut pas avoir ce qu'elle veut, mais ce qu'elle peut selon son autorité vibratoire, puis ce qu'elle peut avoir accès. Moi, la façon que je comprends ça, le phénomène de la volonté de puissance de l'individu, qui, dans le fond, est capable de véhiculer une vibration à travers la parole, c'est à travers des circonstances extrêmement grandes de souffrance que ça devient opérationnel. Quelqu'un peut, par exemple, bénir, prier, faire de la visualisation créatrice 100 heures, 200 heures pour avoir quelque chose. Oui, on est interconnecté psychiquement au tout. La réalité est un continuum énergétique qui n'a pas de séparation absolue entre l'intérieur de la psyché de l'individu et l'intérieur de la psyché univers dans lequel il se trouve. Oui, c'est des réalités énergétiques, mais pour que ça ait une incidence puissante sur le plan énergétique, c'est la volonté de l'individu qui peut utiliser différentes techniques ou stratagèmes. Ce qui arrive, ce que j'observe, c'est que c'est vraiment au niveau de la colère mentale, et la colère mentale, dans l'optique de contester l'entité qui se rapporte à l'individu, dans l'optique de amener à ce qu'il y ait certains événements ou amener une paix mentale, une compréhension, la descente d'un savoir ou le déploiement d'un savoir dans la psyché, ça prend l'autorité vibratoire par rapport à ça. Donc, tout ça pour dire que on peut pas avoir ce qu'on veut en termes de désir subjectif dans la vie, dans le sens que sinon, on pourrait dire, moi, je vais être multimillionnaire, puis, ma volonté s'actualise. Du jour au lendemain, je gagne des millions à la loterie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que la personne est capable d'observer et d'étudier la souffrance psychique qu'elle connaît, puis qu'elle réalise la capacité qu'elle a d'utiliser cette énergie comme tremplin évolutif pour faire des prises de conscience ou ajuster l'esprit, ou modifier ses comportements pour qu'il soit plus ajusté à une intelligence réelle, à ce moment-là, ça devient intéressant de faire un usage qu'on dit positif ou constructif du négatif pour donner le mieux, pour développer une nouvelle condition qui est nouvelle. Donc, l'être humain qui est inconscient, qui subit des conditions d'opposition et qui devient surconscient ou qui devient avec une conscience vibratoire beaucoup plus vaste qu'il l'avait avant d'être exposé aux oppositions, là, ça devient intéressant de tirer profit des oppositions en ce sens-là, puis de se reconstruire psychiquement, créativement. Par contre, c'est pas donné à tout le monde. C'est clair. Et l'ego, c'est très difficile de composer avec une conscience vibratoire.
Dans le sens que la personne ne peut pas dire je vais faire une conférence dans 2 jours et là je vais prendre la parole puis je vais être dans un état de colère vibratoire qui va me permettre d'avoir accès à des niveaux de savoir que j'aurais pas accès autrement car j'aurais l'autorité de la parole pour dévoiler des choses que je verrais pas. La personne ne peut pas faire ça. La personne subit une programmation puis elle peut être programmée pour être mise en colère vibratoire. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le temps de la colère vibratoire peut être relatif à une programmation de l'esprit qui cherche à contrecarrer une programmation de l'astral qui garde l'individu dans un état d'inertie. Donc, comme tout est marqué à ce moment-là, puis tout est programmé, la personne qui dit à un autre, ton enregistrement est pas vibrant, mais la personne n'a pas à dire « Entraîne-toi à développer la colère vibratoire comme on s'entraîne à soulever des poids haltères. » La personne peut dire tout simplement « Lorsque tu vivras une opposition qui va t'amener une souffrance psychique, à ce moment-là, il est possible pour toi de tirer profit de l'énergie pour générer un enregistrement qui va être extrêmement vibrant sur le plan de la parole. Quand ça arrivera, mais c'est pas toi qui vas le décider. Puis même si tu imposes des conditions difficiles, si ça ne régène pas de l'esprit, ça se produira pas. Tu sais, quelqu'un qui dépense en fou puis il fait faillite, puis c'est sous l'influence de l'ego, à ce moment-là, puis c'est lui qui a provoqué ça, il vivra pas autant de colère que si le phénomène de la faillite lui est imposé malgré lui. Donc, quelqu'un qui gère bien son commerce, ça fait des années qu'il gère comme il faut un restaurant ou un bar, et à cause d'une crise sociale sans précédent, en relation avec l'imposition de mise en place de mesures sanitaires particulières, son commerce est fermé pendant plusieurs mois, puis la personne fait faillite, alors que la personne pouvait opérer le même commerce depuis 20 ans, ça fonctionnait très bien. Là, ça, c'est une condition qui est réellement imposée à l'individu qu'il n'a pas choisi. Et l'individu, à ce moment-là, peut vivre une colère mentale en relation avec cet événement-là. Mais dans le fond, la colère mentale réelle et sincère est toujours en relation avec une imposition d'une condition à l'ego qui lui occasionne de la souffrance psychique. C'est ça qui est derrière. Donc, le principe derrière la colère mentale, c'est la souffrance psychique. Et l'individu qui intègre l'esprit, qui est conscient depuis plusieurs années, est-ce qu'il peut encore souffrir psychiquement? Oui, dans le sens que s'il est exposé à des gens astrales, avec des vibrations très lourdes, il va souffrir de leurs paroles, de leurs propos, de leurs agissements, de leur manque de jugement, et ainsi de suite. Donc, de leur bassesse vibratoire, des tentatives de colonisation psychique des entités relatives à ces individus astralisés qui, malgré eux, vont chercher à dominer les autres. Il peut en souffrir s'il ne met pas ses limites, s'il ne prend pas ses distances. Il peut être mis en vibration pour s'opposer, dans le fond, vibratoirement à l'astral derrière les individus. Et il peut contester aussi l'esprit qui fait en sorte qu'il est en contact avec des individus qui sont liés à l'astral alors qu'il ne l'a pas choisi. Et s'il conteste l'esprit, il peut poser la question pourquoi il est en contact avec ces gens-là. Puis là, ça peut dire, tu as à apprendre quelque chose de telle personne. Et si ton contact avec telle personne t'amène à vibrer, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui est, dans le fond, tord de ta sensibilité. Et l'individu peut avoir à en faire l'étude, et ainsi de suite. L'individu peut se faire dire aussi que, dans le fond, il est en contact avec une personne malgré elle, parce que le contact lui permet, avec cette personne-là, de véhiculer une vibration qui doit être véhiculée à cette dernière, parce que ça a une fonction. L'individu peut servir malgré lui à amener des ajustements vibratoires à des individus de son environnement qui éventuellement pourront être ajustés puis faire des ajustements à d'autres individus. Puis là, qu'il y a une propagation dans le monde de différents individus qui véhiculent une parole qui est porteuse d'ajustement. Mais encore faut-il que l'individu qui est exposé à la parole vibratoire ait la capacité d'intégration.
Dans le sens que si l'ego dit « Ah, ben, je rencontre telle personne, je vais l'ajuster vibratoirement », alors qu'il n'a pas la vibration que c'est réel, qu'il peut agir ainsi, quand même qu'il déploie devant elle une grande parole vibratoire, qu'il expose des choses avec très grande précision, ça servira à rien. Parce que la personne, il faut qu'elle ait la sensibilité de l'intercepter. Et pour avoir la sensibilité d'être ouvert à une parole vibratoire, ben, généralement, il faut vivre une forme de souffrance psychique. Et pour vivre une souffrance psychique, il faut subir, malgré soi, un processus initiatique qui est généré par l'esprit, où l'ego subit des conditions qu'il n'a pas choisies, qui vont altérer sa structure énergétique en profondeur. Bref, pour bénéficier d'une parole vibratoire, il faut que l'ego, qu'il l'entend, qu'il l'écoute, soit doté d'une conscience vibratoire embryonnaire relatif à un processus de la fusion qui lui est imposé par l'esprit. Sans cela, l'ego ne peut pas l'apprécier et ça ne sert à rien de présenter cet ego-là 10 000 enregistrements sur la conscience, la personne ne les intégrera pas. Donc, chaque chose en son temps. Et c'est intéressant qu'à un moment donné, une parole soit véhiculée dans le monde à travers des individus, des enregistrements, des écrits. Mais à sa vitesse. Quand je regarde l'activité des plans de la lumière, au niveau de mon ego, je les trouve pas tellement efficaces, dans le sens que si tu veux amener des gens à se conscientiser, tu vas brancher les individus clés pour qu'ils goûtent à une parole vibratoire et qu'ils soient vecteurs d'idées nouvelles, d'idées créatrices. Donc, moi aussi, par souci d'efficacité, qu'est-ce que je ferais? Bon, ben, je branchais psychiquement les politiciens, que ce soit celui qui dirige le Canada, la France, les États-Unis, des gens en poste de pouvoir, les gens qui dirigent des entreprises, des multinationales, des gens ensuite qui œuvrent dans le domaine scientifique, qui sont des directeurs de chaires de recherche universitaires. Mais en réalité, c'est pas nécessairement comme ça. Et les plans de la lumière ne veulent pas que la conscience se diffuse très rapidement sur la Terre. J'en viens à cette conclusion-là. Ils veulent que ça se diffuse tranquillement, de manière presque voilée, de manière très limitée, parce que sans ça, ils créeraient des synergies pour que ça se véhicule plus rapidement dans le monde. Tu sais, entre véhiculer quelqu'un qui est presque pas connu sur le web pour parler de conscience versus un animateur vedette d'une station de télévision qui a des millions de téléspectateurs qui écoutent son enregistrement ou ses émissions, c'est pas pareil. Donc, la façon que je vois les choses, c'est que les plans les forces qui résident sur le plan de la lumière, c'est-à-dire celui éthérique, ne sont pas pressés de mettre fin à l'involution. Ils vont œuvrer par rapport à ça, par rapport à différents individus qui amènent à se conscientiser. Mais je les vois pas comme étant pressés. Des fois, on écoute des enregistrements, et là, il y a des gens qui sont en contact avec des extras, qui disent, vous voyez la parole se réagisse, qui disent être en contact avec les extraterrestres, qui disent être en contact avec des gens, des anges. Puis là, c'est pressant, là. Il faut arrêter de polluer, la Terre est en danger, etc. Mais c'est drôle. Les forces du plan de la lumière, je les sens pas comme étant pressées de réajuster les déséquilibres de la Terre. Parce que sans ça, il enverrait une flotte de vaisseaux extraterrestres apparaître surface de la Terre, dans nos airs, dans nos cieux, tu sais. Advenant que les extraterrestres aient le mandat de réajuster, ils travailleront en synergie avec eux, ce qui n'est pas le cas présentement, d'une manière ouverte, franche et transparente avec la population en général. Donc, c'est pas le temps de ça. Est-ce que si je pose la question au plan de la lumière, est-ce qu'ils trouvent que des déséquilibres sur le plan terrestre? Ils vont me répondre oui. Est-ce que l'utilisation des technologies à l'époque actuelle est problématique? Ils vont me répondre oui, parce que l'être humain est orgueilleux. C'est la raison pour laquelle l'être humain utilise certaines technologies d'une manière maladroite, qui manque d'ajustement, qui occasionne des problèmes de pollution, qui éventuellement devront être rééquilibrés par les êtres humains. Les êtres humains devront dépolluer de l'eau, de la terre, du sol. Mais ce que ça me dit aussi, c'est que les forces de la lumière font ce qu'ils peuvent. Ils font pas non plus ce qu'ils veulent. Ça, c'est une notion intéressante à aborder dans le sens que si l'individu n'a pas la stabilité psychique de contenir des chocs, et un des chocs importants à contenir dans la vie d'une personne, c'est celui de la fusion, de la communication télépathique,
ben, ça sert à rien qu'eux autres lui exposent cette personne à des chocs trop importants. Si la personne n'est pas exposée à des chocs qui l'amènent à se réajuster sur le plan psychique et en montant d'intelligence, la personne ne pourra pas se comporter d'une manière intelligente sur le plan vibratoire. Mais là, ça se comporte pas d'une manière intelligente sur le plan vibratoire, ben la personne ne participera pas à l'évolution. Dans le meilleur des cas, elle va être capable de participer à une forme de sagesse ou du maintien de structures involutives qui sont pas trop dommageables. Mais les structures involutives sont toutes dommageables à un certain niveau parce que ça amène les individus qui s'y rattachent à stagner sur le plan de la forme et de leur relation avec certaines formes. Donc, ils ont un composé avec des réalités énergétiques, les êtres du plan de la lumière, dans le sens qu'un individu peut contenir une certaine charge d'énergie, un autre non. Et là, à ce moment-là, ben, eux autres tirent les ficelles. Et ils ont des responsabilités. Les êtres humains qui sont inconscients sont confrontés parfois au manque d'intelligence des entités astrales ou le manque d'ajustement aux réalités égoïques des êtres du plan éthérique. Mais tous ces êtres-là ont à s'ajuster. Il y a une synergie qui s'opère. L'être humain a à s'ajuster à l'intelligence de l'esprit et l'esprit a à s'ajuster à l'intelligence pratique de l'être humain qui est le corollaire d'un vécu expérimental d'un être sur le plan biologique. Est-ce que les ajustements se font? Oui, mais elles se font au prix de grandes souffrances. Les premiers individus qui connaissent le processus de la fusion sont exposés à des souffrances abominables, des souffrances très grandes. Puis les individus qui viennent après, ben, les esprits ont tiré profit des observations qui ont été faites à partir des premiers spécimens. Puis là, à ce moment-là, ils ont un rapport plus ajusté avec les êtres humains au fil des décennies, au fil des siècles. Un rapport qui va s'ajuster en relation avec la prise de conscience de souffrance qui est vécue. Donc, tout s'ajuste. Les êtres humains s'ajustent, les êtres du plan de la lumière aussi. Et le manque d'ajustement, ça donne quoi? Ben, ça donne des gens qui se suicident. Et par rapport au phénomène du suicide, moi, je vois des responsabilités occultes. Par rapport à l'esprit, par rapport à des ajusteurs de pensée qui m'apparaissent, dans certains cas, manquer d'ajustement ou de capacité de réajuster une programmation évolutive qui se rapporte à certaines âmes en voie d'évolution auxquelles elles se rapportent ces ajusteurs de pensée. Donc, c'est sûr que je peux poser un regard critique par rapport à certains ajusteurs de pensée, par rapport à la vie que connaissent des gens de mon environnement, par rapport à des cas, comme on mentionné, de gens qui sont envenus au suicide. J'ai une capacité de ma conscience, avec le temps grandissante, de plus en plus de contester certains éléments. Moi, l'ajusteur de pensée ou l'esprit, je le vois comme un être qui va chercher à tirer au maximum l'élastique sans qu'il éclate. Donc, autrement dit, tirer l'élastique, créer des ondes de tension. Quand on étire un élastique, ça crée des ondes de tension. Et là, son travail, c'est pas qu'un élastique physique avec un morceau de plastique, mais c'est plutôt avec l'ego. Donc, l'ajusteur de pensée va créer des ondes de tension au sein de l'ego pour l'amener à connaître, dans certains cas, une transmutation psychique, un changement qui lui est imposé, qui lui occasionne vu que c'est un changement qui est vibratoire, ça va lui occasionner une souffrance au niveau psychique. Donc, un peu comme l'électrique qui s'étire, plus que la personne souffre, plus qu'à ce moment-là, elle peut être ouverte à un changement auquel elle ne serait pas ouverte ou qu'elle n'initierait pas par elle-même si elle est sous influence astrale. Par contre, si l'élastique est trop étiré, à un moment donné, il y a un point de rupture qui peut être atteint où ce que le morceau de plastique arrache, pète, éclate. Et lorsque l'élastique éclate, c'est que l'ego qui souffre trop, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que l'ego peut en venir à se suicider pour mettre fin à la souffrance qui est vécue dans le cadre expérimental. Et là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que l'élastique a trop été étiré, donc on perd l'élastique. L'élastique éclate. Il est dissolu.
dans sa structure énergétique. On fait éclater la forme. Et il y a des égos qui, sous l'influence de grandes souffrances vécues et interprétées psychologiquement par eux, en viennent à se suicider. C'est un constat qui peut être fait. Et l'ajusteur de pensée qui est intelligent, c'est l'ajusteur qui est capable d'amener des points de tension à l'ego pour amener du changement, mais sans pour autant qu'il sombre dans la déchéance psychique. Autrement dit, il sait jusqu'où aller avec sa contrepartie terrestre pour l'amener à transmuter au maximum sur le plan psychique sa condition évolutive, à monter en puissance, mais en même temps à pas l'exposer à un point de souffrance qui l'amène à connaître une rupture avec le réel et sombrer avec la folie et se faire récupérer par l'astral. Tout ça est délicat. Parce que c'est en relation avec la souffrance. Si l'ego pouvait vivre la fusion sans souffrance ou sans altération psychique, ça serait beaucoup plus simple. Un peu comme on change d'automobile. Tu sais, tu changes d'auto. L'auto est un auto qui est grise. Et là, tu vas au concessionnaire automobile. Ah, tu as un auto qui est noir. Ou tu as un auto qui est blanche, ou peu importe la couleur. Mais si, dans le fond, le changement, c'est qu'on te donne le véhicule, tu le pilotes, c'est facile. C'est un changement de forme. Mais là, changer l'infrastructure psychique de l'ego pour le mettre en contact avec la vibration de l'esprit, c'est pas évident. Et le temps de la colère mentale est en relation avec l'ego qui vit une forme de tension psychique qui va utiliser l'énergie relative à la tension lorsqu'on étire l'élastique dans sa vie jusqu'à un certain seuil pour rebondir, comme un élastique qui est sous tension qui va il est étiré, puis il se rétracte rapidement. Puis plus qu'il est étiré, puis plus qu'il va se rétracter rapidement. Autrement dit, plus que sous la tension, il va réagir. Et quelqu'un qui est très sensible, il réagit très rapidement par rapport à toute tension qui manque de respect de sa sensibilité. Ça, c'est clair. Et c'est ce qui s'installe avec le temps. Le temps de la colère mentale va être présent dans tout individu qui vit une altération psychique qu'il subit et qu'il n'a pas choisi, en relation avec le processus de la fusion. Et ça va donner place au temps de la colère qui va être grandissante et de position à l'égard de toute forme d'inconscience auquel l'ego est exposé dans sa vie. Le phénomène de la colère mentale a pour finalité d'amener l'ego dans de la paix de l'esprit. Et la paix de l'esprit, c'est quoi? C'est un état d'adéquation entre l'individu sur le plan physique et lui-même sur le plan psychique. Un état d'unification intégrale entre les deux. Tant qu'il y a une discordance énergétique, un décalage vibratoire entre l'ego sur le plan physique et ce qui est sur le plan psychique, ben à ce moment-là, tant qu'il y a un décalage entre les deux composantes, la paix de l'esprit ne peut pas être totalement atteint. Parce qu'il y a un différentiel énergétique, un manque d'unité. Et l'ego qui goûte à la paix de l'esprit, ben, c'est sûr qu'il bénéficie de l'intelligence créative de l'esprit. Il bénéficie de la force de volonté qui a été appelée dans le cadre du processus du développement d'une conscience plus vaste où il y a eu à connaître des oppositions par rapport à l'astral et l'esprit. Donc, il vient éventuellement être un individu qui est incorruptible sur le plan psychique par l'astral. Un individu dépollué de la contamination émotionnelle auquel il peut être exposé dans son environnement. Un individu qui est libre du vampirisme psychique. Un individu à ce moment-là qui devient avec une capacité très grande de stabilité psychique et de compréhension des différents phénomènes auxquels il est exposé dans la vie de tous les jours. Et c'est sûr que je pourrais continuer à rajouter des considérations en lien avec le temps de la colère mentale, mais fondamentalement, ce qu'il y a à savoir par rapport à ça, c'est que c'est pas un temps que l'ego décide dans un cadre d'un processus psychologique ou réflectif. C'est un cadre, c'est un temps qui s'impose à l'individu qui souffre tellement qu'il n'a d'autre choix que de connaître cet état d'être. Voilà. Qui est sous tension. Un peu comme une envie de déféquer. Quelqu'un qui fait de la diarrhée,
puis il a mal au ventre, puis tout d'un coup, il a envie de déféquer, il peut plus compter du temps. Soit qu'il court pour aller à la toilette déféquer ou qu'il défèque dans ses culottes. Mais il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de possibilité de résister à l'impulsion du mouvement, dans ce cas-ci, l'envie de déféquer. Et c'est la même chose pour l'envie de vibrer ou l'envie de sortir de la gêne lorsque le seuil critique est atteint en relation avec une mise en vibration. Et là, à ce moment-là, quand on regarde ça, est-ce que le vécu de la colère, le temps de la colère mentale est un temps qui est inévitable pour les nouveaux initiés à la surface de la Terre? La réponse c'est oui. Est-ce que dans le cadre du 21e siècle, il va y en avoir de plus en plus qui vont vivre ça? La réponse c'est oui. Donc, est-ce que l'individu a à faire quelque chose pour en venir à ce stade-là? Ben, la personne a à être lucide, mais encore là, non, la personne n'a rien à faire. Lorsque ça va être le temps pour elle de vivre ça, elle va vivre ça, un peu comme une envie de déféquer intense. La personne n'a pas à vivre une formation de 100 heures ou de 200 heures de communicateur en conscience. Elle n'a pas assisté à des ateliers, elle n'a même pas écouté d'enregistrement relatif à la conscience. Lorsque ça a à se placer, ça va se placer. C'est tout. À ce moment-là, à quoi ça sert d'écouter des enregistrements sur la conscience ou d'en faire? C'est une question que les gens peuvent se poser. Ben, ça expose les gens à une vibration. Si la personne est mise en vibration pour écouter l'enregistrement, ben, c'est intéressant pour elle qu'elle l'écoute. C'est ça. Mais est-ce que l'écoute de l'enregistrement va amener la personne à être consciente puis à intégrer... est-ce que ça donne de l'intégration? Est-ce que quelqu'un qui intègre de la conscience peut partager son intégration aux autres puis que ça permet aux autres d'intégrer leur propre conscience en écoutant juste l'enregistrement? Ben non, c'est insuffisant. La conscience s'intègre lorsque la personne monte en puissance vibratoire. Et c'est pas parce que vous écoutez quelqu'un qui est capable de véhiculer une puissance vibratoire à travers sa parole que ça veut dire que vous allez pouvoir vous-même vivre cette puissance-là vibratoire, au même titre que c'est pas parce que vous écoutez des gens qui font de la boxe à la télévision ou qui s'entraînent physiquement aux Olympiques que ça veut dire que du jour au lendemain, vous allez, en étant exposé à eux, devenir un grand boxeur ou un grand athlète sportif. Non. La personne devient un athlète sportif lorsqu'elle est mise en vibration par rapport à ça, pour se lever le matin, puis s'entraîner comme un forcené. Bon, ben, il y a une mise en vibration, là, c'est plus au niveau spirituel de l'âme. On est avec des entités astrales, en général. Mais la mise en vibration de l'esprit, la finalité, c'est pas que la personne devienne une athlète ou qu'elle devienne un boxeur professionnel, c'est que la personne change de taux vibratoire. C'est ça le but. C'est ça l'objectif de l'opération énergétique de l'esprit qui va altérer la psyché de l'individu. C'est tout simplement ça. Et là, quand je regarde tout ça, ben, j'en viens au constat que pour les gens qui goûtent à une conscience vibratoire, que ce soit embryonnaire ou une conscience moyenne ou avancée ou très avancée, le principe est toujours de suivre la vibration qu'ils ont, de s'écouter. Et de suivre aussi la vibration dans un mouvement de générosité de l'esprit. Donc, si quelqu'un apprécie un enregistrement, ça lui dit intérieurement de faire parvenir une contribution financière en soutien avec la diffusion d'un enregistrement, parce que l'enregistrement, ça le nourrit plus qu'écouter un bulletin de nouvelles à la télévision ou écouter des conférenciers nouvel âgeux parler d'extraterrestres ou des anges. Ben, si la personne a mis en vibration par rapport à ça, elle a, tôt ou tard, à suivre le mouvement et aller dans ce sens-là. Aussi, je voulais vous mentionner que le temps de la colère mentale est en relation avec le temps de l'esprit, c'est-à-dire cette contrepartie cosmique de l'individu qui va initier le processus de la fusion. Donc, c'est une temporalité qui n'est pas en relation avec l'ego ou le plan astral. Donc, c'est en fonction d'un temps qui est différent, soit le temps de l'esprit. Et en terminant, je vais vous mentionner que s'il y en a parmi vous qui ont apprécié écouter cet enregistrement audio, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interact pour les gens au Canada et PayPal pour les gens qui sont à l'international ou aussi au Canada.
Et vous allez avoir les coordonnées là, à ce sujet là, en bas de l'enregistrement. Et sinon, je termine en vous remerciant pour votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.